Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principaux matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Insioué, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, fonds congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. En dollars vaut 2775,9926 francs congolais. En euros équivaut à 2985,6630 francs congolais. En francs CFA égale à 4,5516 francs congolais. Et en rand sud-africain vaut 149,7081 francs congolais. Et au marché parallèle, un dollar équivaut à 2792 francs congolais, un euro vaut 2798 francs congolais et un franc CFA égale à 4 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une légère baisse. Elle coûte 9894,12 dollars contre 9973,05 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré une baisse. Il revient à 27 715 dollars contre 27 720 dollars américains il y a plusieurs semaines. L'once d'or est vendue à partir de 2312,44 dollars contre 2286,01 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 79,08 dollars contre 79,17 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 9593 dollars contre 10 133 dollars américains la semaine dernière. Merci Rachel Insioué, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Indépendante depuis bientôt 64 ans, la RDC a certes l'indépendance politique, mais peine à accéder à son indépendance économique. Comment expliquer cette réalité? Jeudi Économie reçoit pour vous un chercheur, lobbyiste, stratège en investissement. Monsieur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour, cher Eric. C'est votre deuxième passage ici sur le plateau de Jeudi Économie. Alors, on commence par cette question. C'est quoi l'indépendance économique? Merci d'abord pour votre invitation, seconde invitation. Alors, l'indépendance économique fait allusion à la souveraineté, à un pays qui est maître de son économie, à un pays qui a une économie résiliente à des chocs exogènes, à un pays qui a une économie entre les mains, n'est-ce pas, des autochtones. Maître de son économie, un pays maître de son économie, ça veut dire un pays qui produit à l'intérieur, qui vend ce qu'il produit. Absolument. Je donne toujours cet exemple, en fait. L'économie, comme la vie, j'aime toujours ce parallélisme entre l'économie et le corps humain. N'est-ce pas? Le corps humain, il fonctionne, mais il peut être malade. Les maladies peuvent être liées à des causes externes à l'homme ou à des causes internes. Et en économie, on parle des chocs exogènes ou des chocs endogènes. Et une économie qui est totalement extravertie, c'est-à-dire qui dépend de l'étranger, n'est-ce pas? Il est difficile, lorsque vous possédez une économie qui dépend de l'étranger, d'en être maître. Ça signifie que ce sont les actions extérieures qui mènent la danse. Et en ce moment-là, vous n'êtes pas maître.
C'est une colonisation économique, on va dire. Exactement. Une colonisation. C'est exactement le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons une économie extravertie, basée sur l'extraction minière, n'est-ce pas? Mais il est curieux de constater que c'est le modèle, l'ordre économique colonial qui existe depuis 1908, n'est-ce pas? Depuis 1908, lorsque Léopold II a légué la Belgique, le Congo à la Belgique a utilisé une économie d'extraction, n'est-ce pas? A appliqué une économie d'extraction en République démocratique du Congo, extraire les minéraux. Maintenant, il apparaît que les minéraux que nous produisons, notre économie, la formation du budget de l'État, n'est-ce pas? Le secteur extractif contribue à plus de 70% dans la formation du budget de l'État. C'est pourquoi on dit que notre économie est basée sur le secteur extractif. Or, sur le secteur extractif, avec principalement le cuivre, ensuite le cobalt, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui fixe, n'est-ce pas, le prix du cuivre. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui fixe le prix du cobalt. Ainsi, notre économie, depuis l'indépendance, a subi, au-delà des aspects politiques, a subi tous les coûts, n'est-ce pas, que le cours du cuivre a subi. Que ce soit en 1974, que ce soit en 1988, n'est-ce pas, tous ces chocs ont été subis de plein fouet par notre économie. Ça signifie que la République démocratique du Congo ne possède pas un matelas. Et aux années 70, ça a été grave parce que, au-delà du choc de 74 de la chute du cours du cuivre, on a eu aussi les deux autres chocs pétroliers de 71 et de 73. Donc, lorsque vous avez une économie qui subit de plein fouet à chaque fois les effets exogènes, vous n'en êtes pas maître. Si vous êtes maître de votre économie, alors il doit exister un matelas, n'est-ce pas, pour l'atténuation des chocs exogènes. Mais pendant la période coloniale, même après l'indépendance, la RDC produisait ce qu'elle consommait. On était en bonne position dans la production de l'huile de palme, on était en pole position dans la production de l'EVA, il y avait du maïs en grande quantité, en abondance, il y avait du manioc, etc. La RDC produisait ce qu'elle consommait. Merci. Il y a eu Mobutu, dans les années 70, a maladroitement tenté d'atteindre une certaine indépendance économique. Il a tenté maladroitement d'atteindre l'indépendance économique. Je vais expliquer. Il a pris la chose au niveau politique. Lorsque vous parlez de cette production, qui était maître des plantations? C'était les Belges, c'était les Portugais, c'était tous ces gens, des étrangers, n'est-ce pas? On a eu beaucoup de Grecs, on a eu des Belges, n'est-ce pas? C'est eux qui produisaient. Maladroitement, Mobutu proclame la zaïanisation, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis maladroitement, parce que ça a été une décision politique où l'on confie des plantations à des amis, à des généraux, ainsi de suite, qui ne connaissent rien de l'agriculture, qui ne connaissent rien du secteur des affaires. Et la conséquence, ça a été la déliquescence pure et simple, n'est-ce pas, du tissu économique. Mais ce n'était pas mauvais comme politique si elle était bien encadrée, la zaïanisation. Exactement. C'est pourquoi je dis maladroitement. Lorsque l'on voit la nationalisation qui s'est effectuée en Afrique du Sud, n'est-ce pas, nous voyons que l'Afrique du Sud tient encore. Parce que les choses se sont faites de façon intelligente. Mais chez nous, les choses étaient faites de façon brutale, avec les conséquences, n'est-ce pas, que nous avons vécues. Alors, revenons sur le secteur minier. Vous comprendrez que la République démocratique du Congo a continué à extraire le minerai sans y apporter, ne fût-ce qu'une, je suis désolé du terme, une petite dose d'intelligence économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand bien même nous ne sommes pas maîtres du prix du cours du cuivre, mais d'un point de vue économique,
il est possible, on sait ce qu'il faut faire si la RDC veut affirmer sa souveraineté économique, veut affirmer son indépendance économique sur le cuivre. La stratégie, elle est simple. En se basant sur la loi de l'offre et de la demande, il est important que la République démocratique du Congo puisse avoir un stock. Parce que lorsque vous possédez un stock, n'est-ce pas, à un moment donné, vous pouvez influer sur le cours, n'est-ce pas, à cause de votre stock. Mais la question est-ce que la République démocratique du Congo possède un stock de cuivre qui lui est propre? Est-ce que la République démocratique du Congo possède un stock de cobalt? Est-ce que la République démocratique du Congo possède un stock de coltan? Est-ce que nos réserves sont certifiées de cobalt ou de cuivre? C'est ça le problème. C'est un ensemble de problèmes qui peuvent être mis dans un paquet, n'est-ce pas, de ce que j'appelle l'intelligence économique de la République démocratique du Congo. Sous d'autres cieux, ce que moi je suggérais en termes de suggestion, je vais y aller par une anecdote. Un collaborateur de Mobutu, dans un documentaire, explique ceci. Il dit, Mobutu rencontre Reagan. Il lui pose une question sur de politique internationale. Reagan prend un papier et lui lit la réponse. Mobutu ne comprend pas. Dans une autre circonstance, il lui pose la même question. Reagan sort encore le même papier de sa poche et lui lit la réponse. C'était quoi la réponse? Je ne sais plus très bien, mais, mais c'est le fait qui m'a intéressé. Dans la soirée, ils se rencontrent encore, maintenant en privé, et puis il lui pose encore la même question. Et puis finalement, le président Reagan lui dit, tu sais, mon ami, je ne peux pas te donner mon point de vue sur cette question. Je ne peux que te donner le point de vue des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il doit exister dans un pays, je reviens sur l'économie, une politique économique réfléchie par la RDC. C'est ça la voie de sortie que moi je propose. Il doit exister une politique économique. Où voulons-nous aller? Les politiques économiques ne doivent pas dépendre des humeurs des politiciens. La République démocratique du Congo doit mettre à profit des chercheurs, doit mettre à profit des universités, doit mettre à profit les experts et travailler sur un modèle économique qui va amener la République démocratique du Congo à être maître de son économie. Et ce modèle économique, une fois adopté, n'est-ce pas, peut même se faire adopter par le Parlement. Et on dit, tout gouvernement, quel que soit le changement de régime, pendant 30 ans, voici le modèle économique à appliquer. Parce que si nos modèles économiques dépendent à chaque fois du politique, eh bien, nous ne nous en sortirons jamais. Alors, le modèle économique de la RDC aujourd'hui, il est fortement, dominé par le secteur extractif. Il n'en existe même pas au fond. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo continue à perpétrer ce qu'un auteur, et je paraphrase, appelle l'ordre économique colonial. C'est-à-dire que nous n'avons pas touché d'un iota l'ordre économique colonial. Mais aujourd'hui, nous avons un slogan, mais qu'il faut qu'on en donne un sens. Le slogan est que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut faire de la diversification de l'économie congolaise. Nous savons tous que cela va vers la souveraineté économique, vers l'indépendance économique. Mais cette diversification sera tirée par le secteur extractif, qui est déjà bien avancé. Non, plutôt, cette diversification sera tirée par le secteur agricole. Quelques ratios. Non, mais il faudra d'abord un flot d'un financement ou de l'argent pour financer cette diversification de l'économie. On ne partira pas de nulle part. Donc, il faudra que le secteur extractif, ce qui viendra, les recettes du secteur extractif soient utilisées à bon escient pour booster ce secteur agricole. Merci Eric. Et ça j'aime la question. Ceci me ramène vers
le modèle de croissance basé sur la création des effets de levier que j'ai proposé. Dans mon modèle de croissance de la République démocratique du Congo, le premier levier, je parle de la financiarisation de l'économie. Ce que vous dites, c'est ce qu'on entend. C'est ce que les politiciens pensent, n'est-ce pas? Ils pensent que ce sont les mines qui doivent soutenir le secteur agricole. Non. C'est simplement, ce raisonnement-là est valable dans un pays où la finance est très peu développée. Vous comprenez? Il existe à travers le monde, je le répète souvent, chaque jour à travers le marché des capitaux, plus de 1000 milliards de dollars, n'est-ce pas, qui cherchent des projets qui vont les absorber. Et la République démocratique du Congo, en matière de finances internationales, est très pauvre et très peu développée. On n'a pas de projet bancable. Le gouvernement n'a jamais élaboré de projet bancable. Non, c'est un problème d'approche. C'est un problème d'approche sur la finance internationale. La République démocratique du Congo, lorsqu'elle regarde la finance internationale, elle voit simplement la finance internationale institutionnelle. Elle voit le FMI, elle voit la Banque mondiale, elle voit l'Union européenne, elle voit ces structures-là. Or, en finance internationale, il y a la finance internationale privée, n'est-ce pas? Et le chef de l'État veut créer des millionnaires. Comment va-t-il les créer? Nous disons qu'il est important que la République démocratique du Congo ouvre les yeux vers la finance internationale privée. C'est en ce moment-là qu'elle verra comment attirer les finances, n'est-ce pas? Nous n'avons pas nécessairement besoin que cet argent-là provienne du secteur, n'est-ce pas, extractif. Nous avons besoin d'avoir une république ouverte davantage à la finance internationale. Le ministre des Finances, s'il vous plaît, entre nous, chez nous, vous allez vous rendre compte du cloisonnement financier de la République démocratique du Congo, déjà par le comportement des ministres des Finances. Je ne parle pas de l'actuel, mais je parle de tous les ministres des Finances qui ont existé, du moins les 20 dernières années. Les ministres des Finances, moi je les appelle les ministres des régies financières. Or, un ministre des Finances n'est pas là simplement pour les régies financières. Il est là aussi pour développer la structure financière du pays. On se réjouit d'avoir des banques en République démocratique du Congo, mais elles sont quasiment toutes que des banques commerciales. Or, par essence, une banque commerciale est là pour résoudre des problèmes de trésorerie des entreprises. Elle n'est pas là pour assurer le développement des entreprises. Mais vous vous rendrez compte que les ministres des Finances qui se sont succédés ne sont pas autant préoccupés par les régies financières que par le développement du système bancaire. Mais est-ce que c'est le ministre des Finances qui va créer une banque, notamment une banque d'investissement ou une banque de crédit agricole, ou ce sont les opérateurs économiques qui vont créer ces... Merci, ça c'est une très bonne question. Le ministre des Finances, et disons en général le gouvernement, met en place des politiques économiques incitatives, n'est-ce pas? Des politiques économiques incitatives permettant l'ouverture vers les marchés financiers, vers les marchés des capitaux. C'est ça qui est attendu. Et par le fait que nous avons une culture financière très pauvre, vous allez vous rendre compte qu'une structure telle que le FPI, le Fonds de promotion pour l'industrie, au lieu de se comporter comme un entonnoir de la finance internationale, mais elle ne se comporte comme une caisse. Simplement, elle prête de son argent. Non. Le FPI, c'est avec les 20 à 30 millions de dollars qu'elle récolte chaque mois, elle pourrait financer au moins 1 milliard de dollars de projets annuels, je dis et je pèse mes mots. Parce qu'à travers la finance internationale, lorsque vous avez 1 à 2% de l'argent dont vous avez besoin, vous savez obtenir les 100%. Mais est-ce on devrait changer son objet social, que ce service ou cet établissement se transforme en banque d'investissement? Je dis que ça pourrait être un processus. Un processus qui irait vers une banque d'investissement. Mais déjà à ce jour, de façon tout à fait sporadique, le FPI fait recours, n'est-ce pas, à des capitaux étrangers.
Mais il est important que le FPI plutôt retienne cela comme mode de fonctionnement. N'est-ce pas? Parce que 10 millions de dollars peuvent, au bas mot, attirer mensuellement 100 millions de dollars, n'est-ce pas, de projets. Et si vous prenez au bas mot, et là j'ai un ratio de 1 sur 10, 10 millions qui fait 100, c'est un ratio de 1 sur 10, c'est le piètre ratio qui puisse exister. Ça signifie que c'est tout simplement parce que ce raisonnement de la finance n'y est pas. Et c'est ça que nous nous disons dans notre modèle, de dire, si nous avons besoin de l'argent pour l'agriculture, eh bien, cet argent, oui, peut provenir des mines. On parle des fonds souverains et fonds souverains pour le secteur minier pour récolter un peu de l'argent. Mais je dis que si les pays anglo-saxons, tels que le Nigeria, le Ghana, la Tanzanie, l'Ouganda, se sont développés ou se développent tels qu'ils sont en train de le faire, c'est aussi à cause de leur ouverture sur la finance. Et nous parlons de la financiarisation de l'économie afin de démontrer que même nos Congolais, nos compatriotes qui souffrent au niveau de la sous-traitance dans le secteur minier, c'est juste un problème de financiarisation de l'économie, de solutions. Oui, on veut donner bien à un Congolais un marché de 20 millions, de 30 millions, mais il le finance comment? Les solutions, pourtant, elles existent. Et nous souhaitons que le ministère de l'économie, le ministère des Finances, le ministère des PME puissent intégrer, changer de paradigme et de voir les choses avec une plus grande culture financière, et l'on verra. Nous allons faire alors, quand on parle de financiarisation, aujourd'hui, par exemple, on va dire toutes les banques sont étrangères, toutes les banques, il n'y a pas de banque congolaise. Mais qu'est-ce qui bloque, par exemple, d'après vous, l'investissement dans ce secteur, ces 50 millions de dollars comme comment on fait, déposit au niveau de la Banque centrale, 50 millions de dollars, comment est-ce que les opérateurs économiques congolais ne se lancent pas dans ce secteur? Vous savez, je suis triste lorsque je raconte ces choses. C'est juste une question d'ouverture d'esprit. Je suivais un jour à la télévision que Equity, pour acheter BCDC, a levé ses fonds, a levé, s'il vous plaît, les fonds nécessaires pour acheter BCDC dans les marchés de capitaux. Ça signifie que Equity n'a pas utilisé de son argent. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut simplement dire? Cela veut simplement dire que les Kenyans sont venus nous damer le pion chez nous parce qu'eux possèdent des informations que nous ne possédons pas. Ils sont crédibles? Ce n'est même pas ça. C'est un problème d'information. C'est un problème de culture. Par exemple, moi qui vous parle, nous savons où aller trouver. Mais simplement, il faut que les gouvernants, ceux qui sont au gouvernement, n'est-ce pas, arrivent à vous écouter. C'est difficile. J'ai eu des rencontres, des réunions, des séances de travail où nous avons fait un ensemble de propositions. Nous avons même dit, c'est mon travail de lobbyiste, je peux vous amener là où je tiens cette information, là où je tiens ces capacités, à vous de vérifier avec, je peux vous amener à New York, je peux vous amener là où ça se fait. Mais les gens, ils ne vous écoutent pas, n'est-ce pas? Ils croient que c'est ça qu'eux, ils connaissent. Beaucoup de projets. Pourquoi je m'insurge en faux sur le travail de l'ANAPI en partie? Pour une simple raison, que nous ne pouvons pas chercher des investisseurs étrangers pour tout. Non. Nous avons besoin en partie, par exemple pour le secteur agricole, pas des investisseurs, mais nous avons besoin d'avoir accès aux finances, à la finance internationale pour le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un investisseur étranger pour nous planter du maïs, s'il vous plaît. Mais nous avons besoin plutôt de savoir qu'est-ce que l'on fait pour avoir les capitaux, n'est-ce pas, afin de cultiver nous-mêmes. C'est cette réflexion financière qui nous manque. Mais il faut d'abord, pour arriver même à capter ces fonds, il faut de la bonne gouvernance, il faut améliorer le climat des affaires. Ça ne va pas descendre chez vous. Comme vous dites ailleurs, le Kenya, le Nigeria arrivent à lever des fonds sur le plan international. Ils arrivent même à accéder aux emprunts obligataires. Le Congo, c'est quasiment impossible, malgré qu'on nous dit pays aujourd'hui sous-endetté. On n'y arrive pas. Ça veut dire que c'est un
il y a des préalables pour y arriver. Ça, c'est le langage qu'on me tient souvent, mais je dis que c'est le langage des financiers institutionnels. Excusez-moi de le dire aussi clairement, c'est que le malheur de ce pays, c'est que la plupart des financiers... Vous dites financier, parce que vous savez que l'argent, pour investir, il faut être sûr de là où on investit. Donc, il faut que l'image du Congo soit bien vue au niveau international, au niveau des bourses, par exemple. Il faut que l'image soit excellente pour que les investisseurs viennent, pour que la RDC arrive à capter les fonds sur le plan international. Merci. C'est une bonne approche, parce que là, vous touchez le nœud du problème. Et au niveau où je ne suis pas d'accord avec les financiers institutionnels congolais. Parce que la plupart des financiers que nous avons au niveau du gouvernement, ici des différents gouvernements, ce sont des personnes douées dans la finance internationale institutionnelle. Dans la finance internationale institutionnelle, on vous pose un ensemble de conditions, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas ceci, parce que vous n'êtes pas cela, parce que. Dans la finance internationale privée, on catégorise les entreprises selon le niveau de risque et cela se manifeste, par exemple, à travers le taux d'intérêt, n'est-ce pas, des financements. Cela veut dire qu'un pays tel que la République démocratique du Congo, dans sa catégorie, pourra obtenir un financement à 3% l'an, par exemple, ou à 5% l'an. Mais un pays comme la France l'obtiendrait à 0,5% l'an. Vous comprenez? Cela veut dire que leur catégorisation du risque les amène à fixer le taux d'intérêt et peut-être, n'est-ce pas, la durée du financement. Mais ne vous interdit pas. Donc, le comportement de la finance internationale privée est beaucoup plus souple que la finance internationale institutionnelle. Mais malheureusement, lorsque le gouvernement congolais vous parle de finance internationale, c'est pratiquement toujours la finance internationale institutionnelle, c'est-à-dire c'est le langage du FMI, c'est le langage de la Banque mondiale. Mais ici, je vous parle du langage du réseau bancaire international. Je vous parle du langage de la bourse, ainsi de suite. C'est un autre langage et c'est un problème d'accès. Mais votre théorie, c'est quoi? Vous êtes opposé aux institutions de Bretton Woods, les institutions traditionnelles, financières internationales traditionnelles, vous êtes opposé alors que ce sont ces institutions qui, on va dire comme ça, redressent la gestion d'un pays et rendent ce pays crédible sur le plan international. Aujourd'hui, s'il y a certains investisseurs qui viennent, c'est parce qu'ils savent que la RDC est en programme avec le Fonds monétaire international, avec l'accès bientôt à cette 6e revue. Donc ça veut dire que le FMI, la Banque mondiale, sont des institutions phares qui permettent à un pays, on va dire, d'être fréquentable sur le plan financier. Merci beaucoup. Merci. J'aime beaucoup tes questions, Eric, aujourd'hui. Parce que ça permet de lever l'équivoque, n'est-ce pas? Et de bien nous situer et de bien comprendre mon combat. Restons dans le sujet. Le sujet, c'est comment atteindre l'indépendance économique. Absolument. Comment atteindre la souveraineté économique. Alors, je vais commencer par le commencement. Il est établi, n'est-ce pas, que les institutions de Bretton Woods ne sont pas là pour développer un pays. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. Elles sont là pour appuyer. Mais quelle est la vision économique de ce pays qui est en train d'être appuyé? Quelle est la vision financière? Eh bien, les institutions de Bretton Woods sont là pour travailler aux côtés du gouvernement. N'est-ce pas? Mais le gouvernement, ça c'est d'une part, mais le gouvernement travaille pour sa population. Et comme le gouvernement travaille pour sa population, le gouvernement, au-delà de l'encadrement budgétaire, n'est-ce pas, que font les institutions de Bretton Woods, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes d'incitation pour le développement du secteur privé. Et lorsqu'on parle de mécanismes d'incitation du développement pour le secteur privé, je garde le mot privé, alors le gouvernement doit mettre en place des stratégies, doit mettre en place de politiques d'accès à la finance internationale privée pour les privés. Alors, quelles sont ces mesures incitatives? Eh bien, c'est simple. C'est comme ça que lorsque je parle, par exemple, du FPI, n'est-ce pas? Le FPI soutient les industriels pour lever 100 millions de dollars. Par exemple, un projet
vous avez un projet de 100 millions, le FPI ne peut pas se permettre comme ça un projet de 100 millions. Mais le FPI peut être l'organe qui permet la levée des 100 millions en donnant les 1-2%, n'est-ce pas, dont le privé a besoin pour avoir les 100 millions pour son projet. Et l'avantage, c'est quoi dans ce cas? Lorsque vous levez de l'argent, le titre de propriété de ce projet est congolais, appartient au porteur du projet, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez un investisseur étranger qui, pour planter le maïs, n'est-ce pas, est venu avec ces 100 millions que lui a levés parce qu'il va faire la même démarche, cette plantation-là est étrangère. Donc nous disons que même pour ouvrir une banque d'investissement, les banques d'investissement, les gens ne mettent pas leur argent. Les gens lèvent l'argent, lèvent les fonds, n'est-ce pas, à travers les marchés financiers. Ce que manquent les Congolais, les autochtones, au-delà de tout, c'est ce 1%, c'est ce 2% dont on a besoin. Et dans le mécanisme d'incitation, la République démocratique du Congo peut intervenir, n'est-ce pas, pour lever. J'ai initié un projet qui n'a pas encore pris corps, peut-être avec le nouveau gouvernement, c'était avec le ministère du portefeuille. C'est sur une masterclass, n'est-ce pas, sur la financiarisation des entreprises publiques, celles qui sont des entreprises commerciales. Parce qu'une entreprise publique commerciale, comme la SNEL, peut prendre des engagements en elle-même qui n'engagent pas le gouvernement parce que, n'est-ce pas, elle est entreprise commerciale. Mais si c'est une entreprise commerciale, au-delà des questions éthiques, au-delà des questions juridiques et autres, au niveau financier, il y a des entreprises qui sont en faillite sans explication. Imaginez-vous la Sokimo, une entreprise qui produit l'or et qui est en faillite et qui ne sait pas trouver l'argent pour se développer. S'il vous plaît. On apprend qu'elle va produire son premier lingot d'or dans les mois qui viennent. Oui, mais attendez, ça c'est un bon discours, je suis content, mais ce qui m'intéresse moi en tant que financier, c'est un projet pour combien de tonnes l'an? Monsieur Onoya, revenons sur cette indépendance économique qui doit passer par la diversification de l'économie congolaise. Et cette diversification doit avoir comme socle le secteur agricole. Alors, monsieur Patrick Onoya, apparemment c'est encore un slogan au Congo. Le secteur agricole a du mal à prendre de l'envol. Aujourd'hui, 2024, le budget de l'agriculture est à peu près de 1,9 milliard de dollars américains. C'est très peu pour un pays continent comme le Congo. Ce sont les raisons. C'est d'abord triste, vous voyez. Ce sont ces raisons qui m'ont amené, en tant qu'enseignant, à pouvoir initier le projet 1 hectare pour un étudiant. Parce que lorsque j'ai relu le livre « L'Afrique noire est mal partie » de René Dumont, qui a été écrit en 1962, nous sommes en 2024, et j'ai eu l'impression que ce livre a été écrit hier. Le noir, d'après les indépendances, n'a passé son temps qu'à singer le blanc, n'est-ce pas? Il a sa préoccupation ailleurs. Mais pendant que, si nous revenons vers l'histoire économique, permettez-moi, s'il vous plaît. En économie, on catégorise la richesse, ce qui fait la richesse de nation, en des aires. Il y a 3 grandes aires, c'est vrai, certains entrent un peu en détail, mais je ne vais pas aller dans le détail. Il y a les 3 grandes aires. On va y arriver, hein, s'il vous plaît. La première ère économique, ça signifie ce qui faisait la richesse des nations. On appelle ça l'ère agraire. Ça signifie c'est l'agriculture, le travail de la terre. On est riche lorsque on fait le travail de la terre. Après le travail de la terre est venue l'ère industrielle. On est riche lorsque on transforme ce que l'on a produit. Oui. Et puis on est maintenant dans la 3e ère qu'on appelle l'ère informationnelle. C'est l'ère de l'ouverture des grands marchés à travers, n'est-ce pas, les technologies de l'information et de la communication, où le monde est devenu un grand village, où les commandes sont plus faciles. Mais la meilleure, c'est quoi? C'est que la République démocratique du Congo est tombée comme un cheveu dans la soupe de l'ère informationnelle. Nous avons les opérateurs télécoms, tout le monde a WhatsApp, tout le monde. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a un vide. Il y a un vide. Nous n'avons pas planté,
Nous n'avons pas transformé. La conséquence est que la République démocratique du Congo devient le marché de tout le monde. Mais nous, nous n'avons personne comme marché, n'est-ce pas? Pouvons-nous dire que nous avons quelque chose à vendre à l'Angola? Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme la nature n'aime pas le vide, même en retard, la leçon à tirer pour le prochain gouvernement, c'est que respectons le processus économique. Commençons par l'ère agraire, cultivons la terre. Commençons par là, cultivons la terre, afin d'avoir des produits à transformer. On ne peut jamais devenir un pays industrialisé si l'on n'a pas cultivé. Mais on a ce programme d'urgence de relance de l'agriculture qui a été annoncé par l'ancien vice-premier ministre Vital Kamerhe de plus d'1 milliard. Ce programme doit être, d'après vous, accéléré, mis en œuvre pour que l'on puisse commencer déjà à avoir des résultats positifs pour ce secteur agricole? S'il vous plaît, Monsieur Eric, nous sommes dans Jeudi Économie, donc nous parlons économie et nous ne parlons pas politique. Oui, nous parlons économie. Quand je parle de programme, c'est un programme du gouvernement. Merci, je n'étais pas en train de vous attaquer, oui. Mais c'est juste une figure de style. Ok. Pour dire qu'ici, je parle comme technocrate, et en parlant en tant que technocrate, nous basons des faits. Je vais vous présenter quelques faits pour revenir à la question. Nous avons une économie basée sur le secteur extractif. Ça signifie qu'il contribue à la fois à plus de 70% dans la formation du budget de l'État, mais à la fois aussi à plus de 70% dans le PIB. C'est le secteur extractif. Mais, par contre, ce secteur extractif ne contribue qu'à hauteur de moins de 25% dans la création des emplois. Nous allons faire 2 tableaux. Ça, c'est le tableau du secteur extractif. Le deuxième tableau, c'est le tableau du secteur agricole. Agricole, oui. Le secteur agricole, en 2023, la Banque mondiale, dans sa revue de perspectives économiques, établit que plus de 60% des emplois informels sont du secteur agricole. Ça signifie que plus de 60% des Congolais sont occupés par quoi? Par l'agriculture. Mais de manière comment? Informelle. Ouais. Qui n'est pas développée. Mais l'intervention de l'agriculture dans le PIB de la République démocratique du Congo est de moins de 3%. Et si j'ai bonne mémoire, c'est de 2,3% qui est l'intervention de l'agriculture. Donc, vous comprenez que d'un point de vue économique, nous avons là la possibilité, avec l'agriculture, de résoudre plusieurs équations. Nous avons la possibilité, à la fois, de résoudre l'équation de l'emploi. Alors, comment on arrive à développer ce secteur, le secteur agricole, justement? C'est d'abord par la prise de conscience. L'Union africaine conseille les gouvernements africains à avoir un budget à l'agriculture de minimum 10%. Ça, c'est l'Union africaine. Mais le problème... on est dans le bon avec 1,9 milliard de dollars sur 16,6 milliards de dollars. On est dans le bon. Oui, on est dans le bon au niveau théorique. Mais posez la question, si cet argent a été décaissé, le taux d'exécution, vous verrez qu'on n'a pas dépassé 10% en termes de taux d'exécution. L'infrastructure agricole, en délabrement avancé, l'INERA, l'Institut national d'études et de recherche agronomiques, supposé produire les semences, les bonnes semences, parce que pour avoir une bonne récolte, il faut une bonne semence. Les INERA, à travers la République démocratique du Congo, placés à l'époque coloniale, pour soutenir le développement de l'agriculture, sont pratiquement tous en délabrement avancé et vivent pratiquement des dons soit du FAO, soit des Nations Unies. Cela veut simplement dire qu'avant tout, nous devons prendre conscience que la souveraineté économique ne peut pas provenir de l'étranger. La souveraineté économique provient d'une décision des nationaux, n'est-ce pas? Donc, je suis d'accord avec toute la volonté qu'il puisse y avoir, mais moi, je veux voir des faits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du gouvernement? Parce que il faut, vous avez vu, pour la lutte contre la corruption, on a vu le chef de l'État s'impliquer et l'IGF a eu les moyens qu'il faut et aujourd'hui fait du bon travail. Alors, pour l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au niveau du gouvernement ou même au niveau du président de la République.
Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup plus au niveau du président de la République parce que apparemment dans ce pays, tout ce qui marche, c'est ce où le chef de l'État met son doigt. Hein? On a vu la francophonie, on a eu quelque chose parce que lui-même suivait. Il y a plusieurs exemples comme ça. Alors ce qui n'est pas normal, justement. Exactement. Ce qui n'est pas normal, mais bon, vu l'urgence, restons dans la danse. Au chef de l'État, je conseillerais, pour atteindre la diversification de l'économie par le secteur agricole, c'est une réhabilitation en urgence. Au moins ça mérite la procédure d'urgence. La réhabilitation des INERA à travers le pays. On ne peut pas avoir un secteur agricole simplement soutenu par le FAO. Non. C'est le gouvernement qui doit réhabiliter parce qu'on doit s'assurer de ce que l'on plante. N'est-ce pas? Donc, ça c'est de 1. De 2, il doit y avoir, l'exemple doit être donné au sommet. Je reviens de Mbujimaï, où j'ai eu une conférence sur le projet 1 hectare pour un étudiant à l'université officielle de Mbujimaï. Les étudiants m'ont répété clairement, oui, prof, nous acceptons votre projet 1 hectare pour un étudiant, mais nous souhaitons aussi qu'il puisse y avoir le projet 10 hectares pour chaque dignitaire du Kasaï. Ah bon? Ça m'a étonné. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui. Pourquoi? Ils ont argumenté. Ils disent parce qu'il y a beaucoup de nos dignitaires, beaucoup de nos notables qui ont profité de la bienveillance du chef de l'État. Et il est de bonne loi qu'ils puissent aussi rétrocéder, n'est-ce pas, à cette province. Donc, nous avons vu cela avec Houphouët-Boigny. Et nous avons vu cela en général en Afrique, en Afrique de l'Ouest. C'est que tout dignitaire doit avoir des champs. C'est-à-dire que l'exemple doit être donné d'en haut. L'agriculture doit être le quotidien de tout le monde. Voilà pourquoi en Mbujimaï, il y a eu le slogan « Je suis médecin et agriculteur ». Je suis avocat et agriculteur parce que ce n'est pas incompatible. Le plus grand message, c'est la sensibilisation. Sans une sensibilisation suffisante, on va avoir, comme on m'a dit, un notable du coin à qui on avait donné un tracteur. C'est son véhicule qu'il marche, qui évolue et qui roule avec au village lorsqu'il a plu et qu'il y a beaucoup de boue. C'est ça son tracteur qu'il utilise comme 4x4. Il faut une implication, n'est-ce pas, du chef de l'État. Tout son cabinet doit être dans l'agriculture. Tout le gouvernement doit être dans l'agriculture. Tout le Parlement doit être dans l'agriculture. Tous les Sénats, n'est-ce pas, dans l'agriculture. Toutes les assemblées provinciales dans l'agriculture. Parce que nous, étant tombés dans comme un cheveu dans la soupe de l'ère informationnelle, nous devons revenir vers l'ère agraire pour produire afin de transformer. Il faut, pour y arriver, pour que tout ça réussisse, il faut une formation, des moniteurs agricoles, il faudra après des infrastructures, il faudra l'électricité pour que ce secteur puisse remplacer éventuellement le secteur extractif. Absolument, absolument. C'est ça qui entre dans le concept, ce qu'on appelle l'agribusiness. L'agribusiness, c'est naturellement cet ensemble d'activités autour de l'agriculture. Parce que lorsque on fait de l'agriculture, l'objectif, c'est de la transformer. Et si on veut transformer, voilà pourquoi je dis toujours, j'insiste, que je m'insurge toujours en faux sur le développement des principes, des projets d'infrastructures qui n'ont pas été précédés par une réflexion économique. Les projets d'infrastructure doivent être précédés par une réflexion économique. C'est-à-dire que si on veut faire les infrastructures au Kasaï oriental, on doit réfléchir quelle est l'activité économique que l'on veut relancer dans lequel les infrastructures constituent un atout. En ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle des IOV, des indicateurs objectivement vérifiables. À l'issue de la réhabilitation des infrastructures, qu'est-ce qu'on va atteindre? Parce que cela ne suffira pas seulement par les infrastructures. Peut-être qu'il faut aussi avoir un guichet unique de création des entreprises là-bas. Peut-être qu'il faut aussi réhabiliter l'INERA, comme je suis en train de le dire, parce qu'il y a l'agriculture. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous faites précéder une réflexion économique de diversification de l'économie avant les infrastructures,
eh bien, vous atteignez l'objectif. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Patrick Onoya. Il est lobbyiste, chercheur. Avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Rachel Inesiwe. Au marché, quelques articles ont augmenté de prix, notamment le filet d'ail de 10 kg qui coûtait 57 voire 58 000 francs congolais cette semaine. Il est vendu à 62 000 francs congolais. Un filet d'oignon qui coûtait 85 000 est vendu à 88 000 francs congolais cette semaine. Par contre, 10 kg de muscade qui coûtait 35 000 la semaine dernière est vendu à 33 voire 32 000 francs congolais cette semaine. Un carton de tomates se vend toujours à 47 500 comme la semaine passée. La pièce coûte 600 voire 700 francs congolais. Un kilo de feuilles de laurier revient toujours à 15, 16 ou 17 000 francs congolais comme la semaine passée. D'un sac de riz de 25 kg, il est à 75 000 francs congolais. La mesurette se négocie à partir de 1000 francs, 1500 francs congolais. Celui de la semoule se négocie à partir de 56, voire 64 000 francs congolais. La mesurette se négocie à partir de 2000 francs congolais. Le sac de haricots coûte à ce jour 728 000 francs congolais. La mesurette appelée communément copeaux varie entre 2500 et 4800 francs congolais. Un sac de braise varie entre 45 à 65 000 francs congolais. Et le tas est à 500 francs congolais, 1000 francs congolais d'un marché à un autre. Un sac de sucre se négocie à partir de 16 000 francs congolais et un plateau d'eau revient à 15 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme 5 litres se vend à partir de 18 voire 20 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 26 à 32 000 francs congolais d'un marché à un autre. Une botte des amarantes revient à 1000, 1500 ou 2000 francs congolais. Celle de feuilles de manioc se vend à partir de 2000 francs congolais. Un tas de bananes plantain se vend à partir de 1500 francs congolais, 2000 ou 3000 selon la grandeur. Un tas de pommes de terre se négocie à partir de 2000 francs congolais. Les produits surgelés gardent aussi le même prix que la semaine dernière. À l'exemple du carton de viande de bœuf qui coûtait 140 $ la semaine dernière, cette semaine, il est vendu au même prix et le kilo est à 18 000 francs congolais. Un carton de tripes coûte toujours 90 000 francs congolais et le kilo est à 10 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage, communément appelé poulet nu, est à 81 000 francs congolais. La pièce se vend à partir de 10 000 francs congolais. Un carton de cotis se vend à 12 000 francs congolais. Le kilo est à 13 000 francs congolais. Un carton de chinchard 20+, revient toujours à 200 000 francs congolais et le kilo se négocie à partir de 8 000, 9 000 ou 10 000 francs congolais. Un carton de poisson salé se vend à 168 000 francs congolais. Le kilo est à 22 000 francs congolais. Les poissons salés appelés bitoyo se vendent à partir de 5 000 à 8 000 francs congolais la pièce. Merci Rachel Inesiwe avec ces différentes cette rubrique. On va se retrouver la semaine prochaine. Alors, Monsieur Patrick Onoya, rapidement, on va terminer. Question courte, réponse courte. Projet un étudiant, 1 hectare, c'est déjà opérationnel. Vous en êtes où en quelques secondes? Merci beaucoup. Projet 1 hectare pour un étudiant. Nous avons clôturé avec satisfaction la phase pilote à Songololo où nous avons planté 5 hectares avec un étudiant de 5 étudiants parce qu'il était important pour nous de pouvoir vérifier la qualité des plantations. Nous avons planté 3 hectares de maïs et 2 hectares de manioc. Nous sommes satisfaits. Pour la prochaine saison A, en ce moment-là, nous avons déjà un échantillon de 300 étudiants pour 300 hectares. Et nous avons lancé maintenant, n'est-ce pas, à Mbujimaï, le projet 1 hectare pour un étudiant, c'est de là que je reviens. Nous avons eu aussi la grâce, en ce moment-là, avec le doyen de la faculté de droit de cette université qui possédait 100 hectares, le doyen Kabea, qui nous a octroyé 100 hectares dans les territoires de Tshilenge. Nous préparons aussi, n'est-ce pas, pour commencer 10 hectares là-bas. Et nous souhaitons que les notables du Grand Kasaï vont suivre la requête des étudiants et d'avoir 10 hectares chacun. Je crois que ça sera pour le bonheur de tous. Vous êtes politique, on parle du gouvernement, on va réduire la taille du gouvernement. Ça va avoir, ça peut avoir des implications ou un impact sur l'économie, la réduction de la taille du gouvernement? Ça c'est sûr. Mais ce qui importe le plus pour moi, permettez-moi, oui c'est vrai que je suis politique, mais avant tout et économiste, c'est de faire une suggestion pour les 100 jours du chef de l'État pour le gouvernement.
Pour le 100 jours du chef de l'État, moi je proposerais en matière économique de pouvoir agir sur le plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité telles que le chinchard, tels que le riz, tel que le poulet. Pour la simple raison qu'il existe un rapport, le rapport MENA Finance, qui établit qu'il existe un commerce triangulaire qui rend les produits de première nécessité excessivement chers. Le gouvernement a tardé pour sortir, et lorsque le gouvernement sort, il faut une réponse forte. Et cette réponse peut aller par la réduction de prix. On ne peut plus laisser les opérateurs économiques faire quoi que ce soit. Il faut penser au panier de la ménagère en plafonnant ces prix, en se basant sur le rapport MENA Finance qui est très objectif et qui peut donner, n'est-ce pas, à la fois le prix plancher et le prix plafond, n'est-ce pas, de ces denrées pour soulager la population. Candidat ministre? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Je rappelle que notre invité, c'était Monsieur Patrick Onoya, lobbyiste, chercheur. Monsieur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à Didibine Sika et aussi Jacques Zinga et John Condé qui nous ont permis d'arriver chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.